Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs les modérateurs, merci de m'avoir convié à cette session. Certes, un vendredi après-midi, on finit sur du préhospitalier alors que c'est bientôt la post-SRLF. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop vous endormir. Romain Jouffroy, je viens de l'hôpital Necker et je travaille aussi au SAMU 75, ce qui explique mon intervention. Alors, tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation et la technique me fait défaut, mais c'est pas grave. Pourquoi on s'intéresse tant au sepsis? Parce qu'on se dit finalement, est-ce que c'est une pathologie anodine? La réponse, elle est clairement non, c'est pas une pathologie anodine. Ça représente une incidence de 300 pour 100 000 habitants. Ça, c'est des données nord-américaines, mais les données européennes et françaises sont sensiblement les mêmes. Quand on s'intéresse aux incidences comparées aux pathologies qui excitent beaucoup les gens, c'est-à-dire le syndrome coronaire, le cancer, l'incidence du sepsis, elle est largement supérieure. Des données des années 2000 montraient qu'il y avait une augmentation d'incidence de 90% en 10 ans. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant. Il y a de nombreuses explications, notamment le fait que la population vieillit, qu'il y a de plus en plus de cancers et de fait de thérapies immunosuppressives, qu'on met de plus en plus de dispositifs médico-invasifs. Tout ça, ça ne demande qu'à s'infecter. Et la principale explication de cette augmentation d'incidence est liée au fait que quand vous vous intéressez à une pathologie, évidemment, vous trouvez plus de cas. De fait, la morbidité à court terme et à long terme est impactée. Un patient qui a un sepsis ou un choc septique, a fortiori, va avoir une durée pour revenir à son état antérieur qui va lui prendre 3, 6 mois, voire plus. Finalement, vous avez compris que ce n'est pas une pathologie anodine, de par son incidence, de par son impact individuel, mais aussi son impact global, économique et sociétal. Et cette histoire, en fait, elle remonte à bien plus que 25 ans, mais il y a 25 ans, il s'est passé quelque chose. Avant, on disait, ouais, le sepsis, bon, c'est un peu comme la polyarthrite rhumatoïde, finalement, bon, on verra ça tout à l'heure, et puis ça, on passait, et puis on disait, ouais, c'est une maladie standard. Et il y a 25 ans, il y a eu un petit changement, les gens ont dit, c'est pas si anodin que ça, c'est une urgence. Et comme on avait besoin de l'identifier, on a eu beaucoup de mal à l'identifier. Encore aujourd'hui, les définitions du sepsis, quelle que soit sa forme, elles sont extrêmement variables et elles ne sont pas encore tout à fait claires et tout à fait fixées dans le marbre. Pardon. Je vous ai dit, ça a commencé avec les critères de Beaune en 1990. Il y en avait quelques-uns. Ça s'est compliqué par la suite. Les sociétés savantes françaises se sont appropriées le sujet. Ça a encore évolué jusqu'en 2006, puis 2010, et on est arrivé à ça. Vous avez vu, au départ, on avait des critères simples, et on est passé à des critères compliqués, on est revenu à des choses extrêmement simples. Et maintenant, on définit deux cas, sepsis et choc septique. Au final, puisque ce sujet, il intéresse beaucoup les gens, il y a un impact, il y a des publications. Nombreuses publications, beaucoup en réanimation, nombreuses controverses. Je ne vais pas rentrer dans le débat. La plus connue étant celle qui oppose l'étude Princeps de Rivers versus toutes celles qui ont suivi par la suite. Et j'ai fait une petite revue de la littérature ce matin en m'intéressant uniquement aux essais au clinical trial. Plus de 1000 études s'intéressant au choc septique. Et vous voyez sur le l'histogramme de droite pour vous et droite pour moi, que ça ne fait que monter. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on sait de ces 25 ans? Des définitions, une incidence qui monte, des définitions différentes, mais il y a une chose dont à peu près tout le monde est sûr, bien qu'il y ait des controverses, c'est qu'il faut identifier et traiter rapidement les patients. Il y a eu, vous connaissez sûrement les réponses response team, ça s'est développé sous la forme sepsis response team, et ça a été observé dans la littérature que quand vous avez une équipe qui fait du dépistage précoce, tout ça c'est de l'intra-hospitalier, qui fait du dépistage précoce, des états septiques dans les étages, et ben les patients viennent plus vite en réa, mais guérissent plus vite et meurent moins. Sur l'aspect thérapeutique, deux choses pour lesquelles tout le monde est unanime, il faut optimiser l'hémodynamique et avoir une antibiothérapie précoce. Cette étude remonte à il y a 12 ans maintenant. Elle montre la chose suivante. À chaque heure de retard d'instauration de l'antibiothérapie chez un malade hypotendu qui a donc un choc septique, la mortalité monte et quasi linéairement.
ça a été confirmé par une méta-analyse. Si on veut être un petit peu puriste, on pourrait dire que l'étude préalable a un fort poids dans la méta-analyse, donc l'interprétation est probablement à pondérer. Et puis, de tout ça, il y a eu des recommandations. Au-delà du traitement, je vous ai parlé, ce qui est encadré, c'est qu'au-delà des traitements, d'identifier, de traiter, il faut sûrement filiariser les patients, et ce, très vite. Et à l'hôpital, c'est facile, quand ils sont d'urgence, on appelle le réanimateur. En résumé, quand vous avez un sepsis, il faut réagir vite et agir vite. L'heure tourne, et ça, on le sait depuis Early Goal Directed Therapy, Golden Hour, et l'implémentation d'une chose supplémentaire qui regroupe tout ce que vous allez faire pour prendre en charge le sepsis, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le bundle of care. Et on sait que les études récentes nous disent qu'il faut que ce bundle of care, peu importe, en gardant en tête qu'on met des choses sensées dedans, ça doit être mis en place dans les 3 heures pour lesquelles on fait le diagnostic de choc septique. Toujours une étude ancienne, mais qui montrait que globalement, quand vous avez une attitude comme ça, vous identifiez, vous filiarisez précocement, la diminution du risque absolu et du risque relatif de décès, quand vous avez un choc septique, diminue. Alors en France, on est un petit peu particulier, et c'est pour ça que les anglo-saxons disent pas comme nous, ils sont plutôt scoop and run, nous on est plutôt stay and play. On a la spécificité du SAMU. Et quelles sont les spécificités ? Il y a de la régulation, du triage, de la médicalisation. Et au jour d'aujourd'hui, personne dans cette salle ne remettrait en cause l'efficacité de la prise en charge à la fois en régulation, mais aussi sur le terrain, tant en triage et médicalisation, de l'effet positif du SAMU sur la prise en charge des syndromes coronaires et en polytraumatologie. Donc il y a un rationnel fort pour l'intérêt ou les intérêts potentiels. J'ai mis SAMU-SMUR parce qu'on va voir un petit peu plus avant que ce n'est pas que le SMUR. Le fait d'avoir une régulation médicalisée, nous permet de faire un diagnostic, on va dire, un petit peu plus ultra précoce. C'est un des premiers points. On peut faire ce tri ultra précoce, ça avait été observé chez des infirmières des services où on leur disait quand tu as tel signe, tu appelles le réanimateur et donc ça diminue. Ça, c'est des données intra-hospitalières. Quand vous triez, l'autre intérêt du SAMU, ça serait de faire du triage et d'orienter de façon adaptée les patients afin d'éviter l'over et l'under-triage, de faire de la médicalisation préhospitalière. Et une étude de 2017 nous montre qu'il y a encore 30% des patients qui arrivent dans les hôpitaux, ça c'est des hôpitaux nord-américains, mais qui arrivent avec un choc septique et qui sont amenés par leurs tiers, par leurs proches. Donc au final, on voit que le SAMU, il prend sa place pour la réduction et le gain de temps, à la fois de l'identification, mais de l'instauration des thérapeutiques. Et pourquoi c'est important? Vous allez me dire, ouais, mais les sepsis, finalement, si tu n'en as pas en préhospitalier, ton truc c'est marrant, mais ça ne marche pas. Eh bien, 25% des sepsis et des chocs septiques sont communautaires. On change les critères de définition du choc septique, on va sur sepsis 3, vous passez plus, il y a 90% des sepsis qui sont observés en dehors des services de réanimation. Au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge des chocs septiques dès le préhospitalier? Je vous l'ai dit, on va s'intéresser à la régulation. Alors là, c'est un grand problème, parce que les motifs d'appel sont très variés, l'identification est peu aisée, et puis moi je me suis intéressé l'année dernière à comparer les 3 scores, PRECEP, MRST, MEVS et QSOFA, en régulation, et il n'y a pas aucun de score qui est satisfaisant pour identifier correctement les malades. Une fois que vous avez passé l'étape de la régulation, il y a l'intervention sur le terrain. L'équipe de l'orateur suivant est en train de nous valider ou invalider le QSOFA en préhospitalier. On peut aussi mesurer le lactate. Le problème est que sur une étude de disponibilité de la mesure du lactate en préhospitalier, les SMUR n'ont pas tous la possibilité de le faire à ce jour. On peut mettre des antibiotiques. Le seul antibiotique qui est réglementaire et qui existe dans tous les camions de SMUR, c'est les céphalosporines de 3e génération. Et pourquoi il n'y a pas d'autres antibiotiques? Parce que, d'une part, il y a la disponibilité des hémocultures, et puis, on a tous été à la même école, on a tous appris la même chose. Pendant au moins 4 ans, on nous a répété
tu ne feras pas d'antibiotiques tant que tu n'auras pas fait de prélèvement infectieux. Donc c'est aussi une des limites intellectuelles qui existent à l'instauration des antibiotiques en préhospitalier. On pourrait discuter du choix d'avoir une céphalosporine de 3e génération, puisque les gens vivant plus vieux, la nosocomialité étant plus probable, on risquerait d'avoir une antibiothérapie adaptée. Puis évidemment, le SMUR, vous le savez, on peut aussi faire du remplissage vasculaire et optimiser l'hémodynamique. Maintenant, quand on regarde, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est l'aspect théorique et l'aspect du retour d'expérience, à quoi sert le SAMU. Les études en préhospitalier, il y en a 60, alors que tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y en avait 1000. Donc il y a déjà une disproportion, et on se rend compte que la prise de conscience, elle a mis un peu de temps à émerger dans la tête des gens. Alors, je vous ai parlé de l'optimisation hémodynamique. Je me suis intéressé à une chose toute bête, c'est comment sont remplis les malades qui ont un choc septique en préhospitalier. Et c'est pas un gros effectif, mais c'est déjà significatif. Vous voyez que plus les malades sont peu remplis, uniquement la phase préhospitalière, plus ils meurent. D'accord ? Donc ça impacte directement la mortalité. Ça veut dire qu'il faut faire vite. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on ne va pas faire de l'excès de remplissage vasculaire, je suis entièrement d'accord. Ce d'autant qu'en préhospitalier, on n'a pas les outils qui sont validés en réanimation. Il faut que ça soit des choses simples, adaptées au contexte. Et puis, il faut que ça soit aussi dans la mouvance générale, c'est à dire que si on veut aller vite, ce n'est pas la peine de passer 4 heures sur place pour essayer de remplir le malade et puis probablement optimiser l'hémodynamique. Et on ne va pas y arriver aussi bien qu'on le ferait aussi finement qu'en réanimation. En pratique, les choses dont on dispose, elles sont assez faibles. C'est la clinique, la biologie et l'intérêt du lactate, et surtout de la variation du lactate. La question de savoir est-ce qu'il faut faire de l'échographie alors que ça se déploie partout dans les SMUR. La question que moi je me pose, c'est est-ce que les critères sont validés? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une approche plus pragmatique, c'est-à-dire en faisant tout simplement une épreuve de levée de jambe passif? L'impact de l'antibiothérapie préhospitalière, en 2017, il y a une étude qui est parue et qui nous disait que ça n'augmente pas la survie. Oui, je suis d'accord, mais c'était essentiellement des patients qui avaient un sepsis, peu de choc septique. Donc il y a une nécessité d'avoir des études complémentaires pour stratifier sur la gravité. Et vous avez compris donc, que l'antibiothérapie n'est pas pour tout le monde, mais probablement la plus efficace pour les états septiques graves. L'orientation préhospitalière, il n'y a pas d'études. Est-ce que l'intégration globale de la phase préhospitalière dans la prise en charge des patients est pertinente? Il n'y a pas d'études, mais il y a une étude qui est en cours. Bon, je fais un peu de pub pour moi-même, mais cette étude s'appelle SAMU-Sepsis et en fait elle vise juste à faire ce que faisait Emmanuel Rivers aux urgences, mais on le fait dès le préhospitalier. C'est une étude randomisée nationale, multicentrique, qui s'intéresse à comparer 2 stratégies de prise en charge conventionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que font les gens, versus une stratégie normée, et on va regarder la mortalité à J28. La stratégie normée, c'est on leur dit, voilà, vous avez un choc septique ou un état septique sévère, vous remplissez, vous mettez des antibiotiques, et si ça ne suffit pas, vous mettez de la noradrée. L'autre chose, c'est qu'on teste l'effet filière, c'est-à-dire que les patients, en théorie, doivent tous aller dans des services de réanimation. Est-ce qu'il y a donc une filière à part entière? C'est une question qui reste en suspens. Moi, ayant aussi fréquenté le SAMU par l'aspect prise en charge de l'arrêt cardiaque, je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas faire une chaîne de secours, une chaîne de soins spécifique au sepsis, alerter, c'est-à-dire sensibiliser le grand public, s'améliorer sur l'identification à la régulation et en camion, traiter mieux, orienter correctement les patients, que ce soit vers les réanimations ou les urgences. Et évidemment, je vous ai mis le dernier cercle qui vise à rééduquer, parce que si on met beaucoup au début et qu'à la fin, on oublie de faire la fin, eh ben on aura peu d'impact sur l'outcome final. En conclusion, la place du préhospitalier me semble logique. Les moyens, on en a, ils sont faciles, il faut les utiliser de manière rationnelle.
Et ça passe automatiquement, c'est pas grave. Donc les utiliser de manière rationnelle. Je pense que les études actuelles qui sont nombreuses vont permettre de répondre aux questions qu'on se pose, notamment sur l'impact de l'antibiothérapie, l'impact de l'optimisation et l'impact de la filiarisation précoce des patients. Je vous remercie pour votre attention.